effectivement, au sein de la Civito, il y a des problèmes qui viennent, d'arriver au niveau de la presse, mais en réalité, c'est de vieux problèmes. C'est pourquoi pour moi, il n'y a pas de problème, puisque c'est les mêmes problèmes, les mêmes acteurs, et puis les mêmes méthodes. Et pour moi, fondamentalement, il n'y a pas de problème. Et tel que vous l'avez présenté, au niveau de la Civito, nous sommes l'association des victimes de torture au Togo. En tant que tel, nous avons plusieurs membres, notamment les membres actifs, les membres passifs et les sympathisants. Ceci étant, chaque catégorie de membres, selon ses activités, a bien sûr a une certaine, je peux dire, reconnaissance vis-à-vis de l'association. Donc, concernant la sortie de nos camarades, comme vous venez de le dire, c'est une situation que personnellement ça ne me fait ni chaud ni froid. Et pourquoi je le dis ainsi? Parce que en tant que journaliste, vous savez combien Acivito a été une association très active sur le terrain des droits de l'homme dans notre pays. Et vous avez vu combien de manifestations l'Acivito a eu à organiser dans ce pays. Et vous savez combien de fois les manifestations d'Acivito ont été réprimées. Vous savez combien de fois les responsables de notre association ont été persécutés. Et je crois que je vous retourne la question. Est-ce que ceux-là que vous avez vus, vous les reconnaissez dans nos manifestations? À vous de voir. Et cela n'en demeure pas moins un problème parce que je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas d'Acivito, mais juste pour vous dire que c'est des membres sympathisants. Nous les considérons comme étant des membres sympathisants. Et c'est des gens qui vacillent de gauche à droite selon la position du soleil. Vous comprenez que dès la création de l'Acivito en juin 2012, bien sûr, plusieurs personnes se sont manifestées, mais nous, a priori, toutes les victimes de torture dans notre pays appartenaient à l'Acivito. Donc dans notre entendement. Ce qui a fait que quand on est victime de torture, de gré ou de force, au niveau d'Acivito, nous on défend tous les intérêts de tout un chacun. Donc il y en a qui se sont manifestés comme étant d'Acivito depuis la création, mais aussitôt, je crois, dans le mois d'août 2012, c'est-à-dire quelques mois après la création, le pouvoir a réussi à infiltrer notre association avec de l'argent. Rappelez-vous de cette histoire de 2 millions par victime venant de la présidence. Donc c'est partant de là que le pouvoir a réussi à corrompre un grand nombre. Et j'avoue que tout ce que vous voyez, vous avez vu dans cette sortie font partie. Et bien d'autres, selon la liste qui a été sortie, tous font partie de ceux qui sont allés, ceux qui ont voulu rencontrer le chef de l'État. Mais malheureusement, le chef de l'État leur a prouvé qu'il n'a pas besoin d'eux, mais il a plutôt besoin de l'Acivito parce qu'ils n'ont pas pu le voir. Et il a donné seulement l'argent de leur donner parce qu'ils n'avaient pas le temps. Et c'est eux-mêmes qui ont rapporté cela, qui nous ont rapporté cela au niveau de l'Acivito. Puisque nous, on a, écoutez, nous, on n'a pas, quand on dit que nous avons refusé de rencontrer le chef de l'État, qu'on vous appelle au téléphone, dans un pays que moi je connais, et gendarme de surpoids, que quelqu'un m'appelle au téléphone pour me dire que le chef de l'État veut me rencontrer, mais écoutez, mes parents auraient préféré
payer des biscuits pour moi à la place de l'écolage, à la place de me payer de l'écolage, pour m'amener à l'école et savoir que une institution de la présidence de la République, ce n'est pas n'importe quelle institution, et ce n'est pas au téléphone qu'on peut convoquer des personnalités, sinon une organisation comme la Civito. Donc, pour dire que ils ont basculé, ils sont partis prendre l'argent. Bon, depuis ce temps, nous, on ne les comptait plus en tant que tel dans la Civito. Et en décembre de la même année, ils ont été encore, disons, gratifiés par 300 000 francs chacun. Nous, on a continué notre lutte, tout comme si de rien n'était. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nous avons mené la lutte, nous avons continué par mener la lutte avec d'autres victimes qui ne sont pas dans l'affaire d'atteinte contre la sécurité de l'État, qui sont toujours actifs, qui sont toujours avec nous, que vous connaissez vous-même très bien. Et chemin faisant, au niveau de, comment l'appelle-t-on? Au niveau de l'association, chemin faisant, les mêmes personnes ont été encore convoqués au niveau du ministère de la Défense par l'ex-colonel Bitenoué. Et à cette rencontre, il y avait deux journalistes de la presse écrite qui se reconnaîtront d'ailleurs. Et avec ces victimes-là que vous venez d'en parler. Vous pouvez nous donner le nom de ces journalistes qui les ont accompagnés? Comment vous les faites cacher? Non, mais au moment venu, je crois que c'est des étapes, c'est des procédures. Ils ont enclenché et nous attendons de voir. Nous sortirons les grandes... nous sortirons au moment opportun les éléments pour prouver que tout ce qui se passe, c'est une pure manipulation. C'est le pouvoir qui est derrière tout cela. Donc, ils ont tenu une réunion au niveau du ministère de la Défense qui a été présidée par le colonel Bitenoué lui-même, en présence de certains officiers. Et là, à l'issue de la réunion, au lendemain de la réunion, vous allez voir qu'une presse, un journaliste qui faisait partie, a sorti un article sur la Civito comme quoi la Civito serait une secte. Et bon, à l'époque, nous avions répondu pour dire que aucunement pas, la Civito n'est pas une secte. Celui qui veut bien, et au moment qu'il voudra, il sortira tout doucement, tout tranquillement, sans aucune contrainte. Et chemin faisant, alors, les mêmes victimes sont venues nous dire que c'est comme ça, elles ont été rassemblées au niveau du ministère de la Défense par le colonel Bitenoué, machin. Bon, l'objectif, c'était quoi? La mission, c'était de faire tout pour me séparer du président. Parce que pour eux, tout ce qu'ils font avec le président, ça ne marche pas, c'est moi qui serai derrière tout cela. Donc, votre président, le commandant Olivier Ama, notre président, le commandant qui est présentement en exil. À l'époque, il était encore au pays. Donc, c'est comme cela, ça s'est passé. Donc, ils ont mandaté un d'entre eux que je connais très bien. Il était un ami, puisque nous avions fait ensemble l'enfance. C'est lui qui était mandaté de faire tout pour m'éloigner du commandant. Et il est allé voir le commandant pour lui dire oui, pour lui raconter, pour lui faire du commérage sur moi. Comme quoi j'étais nocif, nuisible, machin. Bon, écoutez, c'est... Et bien, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une aussi des victimes qui est venue me raconter, me connaissant. Elle a vu comment je lutte, je mène la lutte pour le groupe, machin. Cette victime est venue me dire que, ah tiens, c'est ce qui s'est passé. On nous a convoqué au niveau du ministère de la Défense, c'est le colonel Bitenoué, il demande machin. Je dis bon, et je lui demande est-ce que finalement, qu'est-ce que vous avez fait au commandement? Bon, qu'ils sont allés voir le président, machin. Bon, vous savez, le président, il les a banalisés, il n'a pas pris cela comme étant d'une importance capitale. Bien entendu, bon, moi j'ai appris cela comme ça et puis bon, ça m'a rien dit. Pour moi, j'avais une conviction et que je devrais poursuivre la lutte. Et après cela est survenu le problème des incendies. Et dans le problème des incendies, les incendies des grands marchés de Lomé et de Caraï de Lomé, le pouvoir a tenté et a voulu nous impliquer dedans, le commandant Ama et moi. Et là, Dieu n'a pas accepté.
Et après, ils se sont servis d'une interview accordée par le président à la radio Légende à l'époque. En 2013, ils ont arrêté le président. Ils l'ont mis en prison du mois de mai du mois de mai 2013 jusqu'en février 2014. Et Dieu seul sait la lutte que nous avons menée avec vous les journalistes pour obtenir la libération de notre président. Et j'avoue que le président étant en détention, personne d'entre eux n'a osé aller lui rendre visite. Présentement, nous avons des détenus qui sont en prison à Tapamé, à Sokodé, à Tchévier et à Lomé. Et j'avoue que quand je fais des tours envers ces détenus, mais on me fait savoir que vraiment c'est... Quels sont ces détenus-là? Les détenus dans l'affaire d'atteinte contre la sûreté de l'État. Ce groupe dont ils se prévalent. Oh oui. Voilà. Il y a d'autres qui sont à la prison civile de Lomé ou bien d'autres qui sont à l'intérieur aussi. Bien comment? Là, il y a deux qui sont à Lomé. Il y a l'honorable Pacha Nyasingbe et Seydou Batikiti. Oui. À Tchévier, c'est Nyasingbe et ça. À Tapamé, c'est le commandant Ati et Tchingilou. À Sokodé, c'est le capitaine Dantema et Sassouvi Sassou, celui qui était à l'ambassade des États-Unis. Vous voyez donc, c'est un peu la situation. Et puis, après l'obtention de la libération de notre président, et je tiens au passage à dire que entre-temps, nous avons publié un rapport en 2013 et ce rapport a intéressé les médias internationaux, dont la radio France Internationale, qui m'avait accordé une interview par rapport à ce rapport. Les mêmes victimes sont venues m'accuser, les mêmes victimes m'ont accusé à travers des personnes interposées au nom de quoi moi j'accuse le chef de l'État, comme quoi c'est lui qui sera à l'origine sur RFI. Je dis mais écoutez, celui qui veut me parler, qu'on lui donne mon numéro, qui m'appelle. C'est pas la peine de passer par des intermédiaires pour me parler. Et puis bon, ça c'est bon. Ça, moi j'ai classé cela. Bon, après la libération du président, on a continué la lutte jusqu'à obtenir les indemnisations. Fait extraordinaire, après que Asfito ait mené la lutte pour obtenir les indemnisations, après qu'ils aient pris des millions, écoutez, c'est en ce moment qu'ils sont revenus dans Asfito. Donc ils n'étaient plus avant. Et quand ils ont pris à la création, ils étaient membres. Après, quand ils ont pris les 2 millions, ils sont partis, ils sont pris dans Asfito. Après, quand ils ont eu 15 millions à travers Asfito, ils sont revenus dans Asfito. Mais bien entendu, ça c'est normal, les 15 millions sont finis, ils doivent retourner et chercher ailleurs. Et c'est là où la machine manipulatrice du pouvoir arrive. Vous savez, ce pouvoir, il a beaucoup profité de la pauvreté, de la misère, de la situation misérable des gens pour les manipuler, pour les malmener. Donc c'est à nous de grandir. Si on a une conviction, on ne va pas se laisser balloter ici et là. Donc, mais moi, ce que j'ai retenu dans leur communication, ils parlent de défauts de compte rendu et machin. J'avoue qu'après le départ en exil de notre président, le 16 septembre 2014, nous avons organisé au sein de la Civito 3 assemblées générales dans l'intervalle de 10 mois. C'est-à-dire que de septembre 2014 au mois d'août 2015, nous avons eu à tenir 3 assemblées générales, hormis les réunions extraordinaires que je ne peux pas compter. Et l'objectif de ces assemblées générales, la première, c'était de faire le point sur la situation dans laquelle notre président avait été contraint à partir en exil. Ensuite, leur faire le point, le compte rendu des activités et puis le rapport financier. Et tout cela a été fait à la première assemblée générale. Les 2 autres assemblées générales que nous avions tenues dans l'année 2015, c'était par rapport à la situation avec le CACIT, par rapport au projet des Nations Unies
que le CACIT avait refusé de nous donner les documents. Le CACIT avait tout bloqué sur le financement qui est arrivé. Mais nous avons enclenché des discussions au niveau du Haut Commissariat aux droits de l'homme, présidé par Mme Higué, et bien entendu avec la présidente du CACIT, pour que tout soit mis au clair. Et cela a été les 2 assemblées générales que nous avions eu à organiser en 2015, puisque de temps à autre, il fallait rendre compte à toutes les victimes. Voilà. Et puis, lorsque je les ai écoutés, j'ai suivi leur intervention. Ils disent qu'ils avaient donné 500 000 francs, ils ont cotisé 500 000 francs, machin. Ce qui me surprend un peu, c'est que ils ont commencé ces rumeurs-là, bien avant le départ du président. Ils ont commencé ces rumeurs, donc, et nous avons au niveau du bureau demandé une assemblée générale pour pouvoir clarifier cette situation, les cotisations qu'ils ont faites. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. Et après la lutte pour obtenir les indemnisations, nous avons remarqué que toutes les victimes qui ont lutté, qui étaient actives pour réclamer ces indemnisations, personne n'était bénéficiaire. Aucune victime n'était bénéficiaire, n'en était bénéficiaire. Les victimes dans l'affaire Pacha, qui ont mené la lutte activement avec Asfito jusqu'à obtenir ces indemnisations, ne sont que 3. Sur les 31 victimes, dont 7 qui sont en détention, et plus de 20 victimes qui ont été libérées, il n'y a que 3 qui étaient là dans la lutte pour obtenir les indemnisations. Écoutez, après les indemnisations, on ne va pas être ingrat jusqu'à ce point. Les autres victimes n'ont pas encore obtenu leur indemnisation. Écoutez, quoi de plus normal pour demander qu'on puisse quand même aider ces victimes? Et là, nous avons demandé une participation volontaire. C'est ce que nous avons demandé, une cotisation volontaire. Et c'est cette cotisation-là que certaines victimes ont accepté de donner. Pour ceux qui ont pris 15 millions, il y en a qui ont donné 500 000. Pour ceux qui ont pris 3 millions, il y en a qui ont donné 30 000. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le total de ces indemnisations, de cette cotisation devrait tourner autour de 7 millions. Je suis obligé de vous faire le compte. Il devrait tourner autour de 7 millions. Mais il s'est fait que toutes les indemnisations n'ont pas été versées par le ministère. Donc, entre-temps, avec les avocats, on s'est entendu qu'on ne peut pas laisser les avocats affamés. Il faudrait qu'ils prennent quand même leur honoraire. Donc, ils ont pris leur honoraire. Donc, ce qui a fait que les cotisations qui ont été faites pour Asfito ne sont pas entièrement versées sur le compte d'Asfito. Il n'y a que 2 millions qui sont rentrés sur le compte d'Asfito. Les cotisations dont il parle. Il n'y a que 2 millions qui sont rentrés sur le compte d'Asfito. Et c'est avec les 2 millions, nous nous sommes servis des 2 millions. Et au-delà, moi qui suis ici, j'ai mis la main dans ma poche. J'ai sorti mes sous pour aider certaines victimes qui se reconnaissent aujourd'hui. Ça, c'est de mes propres frères. Le président a sorti également l'argent de sa poche pour cela. Parce que c'est nous qui sommes sur le terrain de la lutte. Nous savons comment la lutte a été ardue. Et nous savons ce qui a fait que la lutte a abouti. Rappelez-vous que dans la lutte, il y a eu plusieurs victimes qui ont été mises en prison. Dans la lutte d'Asfito, il y a eu plusieurs victimes qui ont été mises en prison dans cette histoire. Et tout ça, mes chers amis qui viennent de sortir, en ce moment, ils étaient sous les pagnes de leur épouse. Quand nous étions face au gaz lacrymogène, face au fort de l'eau, qui nous réprimait dans le sang, les autres étaient sous les pagnes de leur épouse. C'est-à-dire qu'ils se cachaient, c'était la peur, machin. Et quand les indemnisations étaient là, nous on a demandé une cotisation volontaire pour aider les autres qui ne sont pas... Cela a été clair. Est-ce que vous voyez? Et au jour d'aujourd'hui, eux-mêmes, nous avons fait le compte. Nous leur avions, eux-mêmes savent qu'il n'y a que 2 millions qui sont rentrés. Il reste, tous les comptes leur ont été faits. Tous les comptes leur ont été faits. Et c'est un peu ce qui m'a attristé. Moi, personnellement, je suis du genre, ils me connaissent eux tous.
là où je suis, j'étais en location après ma libération. Une pièce de 7500 que je payais difficilement à 7500 francs CFA. Vous comprenez? Tous connaissent chez moi. La vie, je n'avais même pas de moyens de déplacement. J'allais à pied, je quittais Agoué jusqu'à la plage à pied pour des manifestations. Par moment, je passe chez mon président et on part ensemble dans les manifestations. Ils me connaissent. C'est difficilement j'ai mené, je vivais. Mais après les indemnisations, je me suis fait acheter une maison sur un quart de l'eau à Idogomé, où j'habite présentement. Quand j'étais en fonction, j'ai eu à acheter un terrain au niveau à l'entrée de Michintove. Et le reste des indemnisations, j'ai eu à me faire un demi-lot à Agoué. Je ne suis pas du genre à cacher ce que j'étais et ce que je suis aujourd'hui. Ça, je déclare mes biens. Mes biens, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont l'obligation de le faire, ils ne le font pas. Mais moi, je n'ai pas l'obligation, mais je déclare ici mes biens. Aujourd'hui, la moto que j'utilise, c'est suite aux indemnisations que je l'ai achetée. Et c'est ça que j'utilise. Tous me connaissent. Ils ont vu la vie misérable que moi je menais quand eux, ils allaient prendre les millions pour saboter la lutte. Mais tout ça, le Dieu que j'adore, je le connais. Il n'est pas injuste. Il sait tout ce qu'il fait. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas grandir, laissez-le. Moi, pour moi, ça c'est un bon débarras parce qu'on ne va pas continuer par supporter les médiocres pendant longtemps. C'est un bon débarras, ils n'ont qu'à aller. Mais ils disent qu'ils reconnaissent leur erreur. Mais c'est quoi cette histoire-là? Après avoir décrit, moi je ne travaille pas à l'ANR, mais il y en a parmi eux qui ont fait l'ANR. C'est eux qui ont décrit à la barre les ateliers de torture que Massina a instauré. Mais recherchez les cassettes du procès d'atteinte contre la sûreté de l'État. Vous reverrez toutes ces personnes, ce qu'elles ont eu à dire aux juges, aux magistrats. Vous savez, et Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Ceux qui ne savent pas encore, c'est qu'ils ont été condamnés. Mais par quelle alchimie on va les ramener dans l'armée si on ne lève pas leur condamnation? Par quelle alchimie cela peut se faire? C'est pourquoi la Cour de justice de CEDEAO a demandé à l'État togolais de reprendre, de réviser l'atteinte au droit à un procès équitable. Et que les victimes n'en ont pas bénéficié, il faut revoir cela. Et c'est le but de notre lutte au niveau d'Assivito. Mais entre-temps, quand ils ont mené toutes ces démarches, ils n'ont pas pu, le pouvoir qui a les mains derrière, avec beaucoup de journalistes, beaucoup de vos frères qui sont derrière tout ça. Nous, on les voit au moment opportun, vous allez voir, les mêmes victimes viendront nous dire quels sont les journalistes qui étaient derrière eux. C'est ce qu'ils ne savent pas. Nous, moi, je suis militaire. Hein. Je suis militaire, je suis formé à la gendarmerie. J'ai été formé par vraiment des éminentes personnes, des hommes qui ont fait vraiment cette armée. Je ne vous cache pas, j'ai été formé par le ministre, le colonel Yak Damaha. Il m'a formé et j'ai retenu beaucoup de choses de lui. C'est vrai, on peut avoir beaucoup de choses à reprocher à une personne, mais personnellement, c'est quelqu'un qui a de la tête, qui a de la connaissance. Je ne suis pas en train de... Voilà. Moi, il m'a formé. Il ne m'a pas formé médiocre. Voilà. Si réellement ils sont des militaires, la formation qu'ils ont reçue, ils veulent l'appliquer. Ce n'est pas de cette manière qu'ils vont agir. Ça, je ne les appelle pas des militaires. Excusez-moi. Donc, entre-temps, ils ont voulu utiliser, et c'est le pouvoir, ils ont voulu utiliser maintenant la branche, la fibre ethnique, pour dire que non, que quand on a créé Assivito, c'est seulement dans l'affaire d'atteinte contre la sécurité de l'État. Pourquoi ils ne comprennent pas pourquoi les autres victimes font partie. Ils ont vraiment gangréné l'Assivito avec cette histoire de régionalisme, d'ethnicisme. Et moi, j'ai rassuré aux autres victimes que ne les écoutez pas, regardez le bureau. Dans le bureau, nous avons toutes les régions dans notre bureau d'Assivito. Et c'est comme ça que nous travaillons. Moi, je ne suis pas dans cette logique-là. Et vous allez voir que tous ceux qui sont en train de faire, tout ce que le pouvoir est en train de manipuler dans cette histoire, sont d'une région donnée de notre pays. Tous sont pour la plupart de la région septentrionale. Ouvrez bien les yeux, vous allez voir. Alors que dans l'affaire d'atteinte contre la sécurité de l'État, il y a bien sûr plusieurs régions qui sont représentées. Alors, si les gens se trouvent dans une logique xénophobe, dans une logique
ethniciste. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne peux pas travailler, continuer pas à travailler avec les médiocres. Là où je suis prêt à démissionner d'Asvito. Là où je suis, comme eux aussi l'ont fait. Pourquoi? Je suis prêt à le faire parce que Asvito ne me donne pas un salaire. Je n'ai pas un salaire d'Asvito, mais je fais un travail de bénévolat. C'est un travail de conviction et je veux servir mon pays. Et c'est ce à quoi nous nous attelons depuis plusieurs années. Aujourd'hui, notre objectif au niveau d'Asvito, c'est de faire en sorte que les tortures soient inscrites dans le code pénal et le code de procédure pénale comme étant des crimes imprescriptibles. Pour que demain, les auteurs d'actes de torture dans l'affaire d'atteinte contre la sûreté de l'État soient poursuivis, puisqu'ils sont déjà identifiés, qu'ils soient poursuivis, jugés conformément à la loi, pour que cela ne se reproduise plus sur les autres citoyens. Nous voulons faire participer, à faire en sorte que toutes les victimes puissent obtenir leurs droits, puissent retourner dans leurs droits, sans distinction aucune. Nous voudrions faire contribuer à ce que notre pays, le Togo, devienne un véritable état de droit. Pour que ceux qui sont partis forcément en exil, par arbitraire, par persécution, puissent revenir. Aujourd'hui, le cas du pasteur Edo. Voilà comment on persécute les défenseurs des droits de l'homme, qui travaillent nuit et jour avec leurs propres moyens. Voilà comment ils sont persécutés. Et tenez-vous bien, quand ils avaient pris le commandant Olivier Ama, mais il a fallu que nous allions vraiment dans le fond du dossier pour pouvoir les combattre. Et pour le passeur Edo, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau d'Asvito. Depuis qu'il a été arrêté, il est mis en détention. Asvito est allé le visiter 3 fois de suite. Nous sommes en train de faire des investigations. Vous irez, va vous le dire. Nous n'allons pas pour quoi que ce soit, non. C'est pour enquêter, pour voir ce qu'il y a dedans. Et je vous avoue, en tant qu'agent de police judiciaire, l'enquête que j'ai menée, il n'y a rien dans le dossier. Ça, je ne vous le cache pas. Mais nous attendons de voir. On lui a arrêté pour quel Nous attendons de voir, mais c'est l'habitude du système. Pour l'intimider ou bien... C'est l'habitude du système pour le faire taire, c'est tout. Parce qu'il dérange. C'est ça la stratégie du pouvoir. C'est ce qu'ils sont en train de nous faire au niveau d'Asvito. Oui, pour mettre... pour nous dépouiller. Mais malheureusement, ils ont acheté de l'air. Parce que ces gens-là ne représentent rien du tout. Voilà, il y aura à présenter dans les mois à venir à l'UPU l'examen périodique universel. Oui. C'est pas pour ça qu'il y a... Justement, je crois que certains journaux en avaient parlé. Mais le pouvoir, il est dans sa logique. Le pouvoir, Asvito fait vraiment peur au pouvoir à ce moment. Il n'y a pas que l'examen périodique universel, il y a le procès Issa Nabré qui se passe là, au niveau des chambres africaines. Ouais, donc il y a toute cette peur-là qui fait, et puis le pouvoir il court par-ci, par-là. Vous voyez les gens comme ça qu'on exploite, comme si de... Mais non, c'est pas possible. On ne peut pas continuer par traiter les honnêtes citoyens comme étant des jouets, des objets comme cela. Ce n'est pas normal. Tout ça là, dans tout ça là, c'est pas pour vous interdire de ne pas aller présenter votre rapport à l'examen périodique. Non, le message que j'ai compris, c'est que vous les avez écoutés. Ils disent que nous refusons au niveau d'Asvito de discuter avec le judiciaire et l'exécutif. C'est qu'il y a un plan. Il y a un plan. C'est pour amener Asvito vers les discussions. Nous n'avons pas refusé une discussion. Bien le contraire, nous avons eu beaucoup de discussions avec le ministère de la Justice, avec le ministère de la Sécurité, avec le ministère des Droits de l'Homme, avec la délégation spéciale de la commune de Lomé. Et cela nous a permis au niveau d'Asvito d'obtenir au moins 29 prisonniers en moins de 4 ans d'existence dans ce pays. Écoutez, c'est un record. Et nous sommes, je rappelle, nous sommes la première association
des victimes de torture. Nous sommes la première association des victimes de torture et nous sommes les premiers à avoir amené les victimes de torture témoigner devant la Cour de justice CEDEAO dans le cadre de l'affaire Pacha. Nous avons envoyé les victimes là-bas sans que personne ne sache. Nous n'avons pas fait de bruit là-dessus. Il y a certains AMTP qui a été torturé en tout temps. Il est dans votre association. Oui, AMTP, il fait partie d'Asvito. C'est d'ailleurs l'Asvito qui l'a amené, qui l'a mis dans un projet avec le CACIT. Et bon, là-dessus, je ne veux pas faire de commentaires parce que c'est une autre structure qui fait ces choses. C'est vrai. Moi, ça ne me dit absolument rien parce que c'est pour le bien du Togo et que je souhaiterais dorénavant que les organisations qui veulent aider les victimes soient beaucoup plus prudentes. Pour ne pas livrer les victimes au maître. Voilà. Nous l'avons fait, c'est ce que je te dis. Nous avons fait beaucoup de choses dans Asvito sans faire du bruit. Mais nous faisons du bruit dans d'autres circonstances. Mais quand il s'agit de garder le silence, on sait garder aussi le silence. Voilà. Est-ce que vous saviez que nous avions envoyé les victimes? Si nous n'avions pas envoyé les victimes, mais la Cour de CEDEAO n'allait pas demander à ce qu'on indemnise les victimes dans l'affaire d'atteinte contre la sûreté de l'État. Je suis désolé. C'est comme cela. Asvito, nous travaillons. Nous ne voulons pas nous féliciter. Nous n'allons pas nous féliciter. C'est Dieu qui récompense. Donc, que les gens ne soient pas du tout frustrés ou bien inquiétés par cette sortie, c'est rien du tout. C'est un événement. Votre dernier mot par rapport à la situation qui se provoque dans la Asvito? Non, mais il n'y a pas de situation. Bon, je répète que c'est une situation. Ce n'est pas. C'est un problème, mais ce n'est pas un problème pour l'Asvito parce que ce problème a existé depuis. Il a commencé dès notre création et il continue avec les mêmes acteurs. Et nous gérons le problème avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de stratégie et que cela n'inquiète pas du tout les Togolais. Ces gens ont plusieurs fois démissionné, ils sont revenus plusieurs fois dans Asvito. Donc regardez-les, ils vont un jour revenir. Mais ce que nous demandons, que les Togolais sachent que Asvito a toujours de la matière, Asvito a toujours de la résistance et nous allons résister jusqu'au bout. Que tous ceux qui sont fatigués n'ont qu'à partir et laisser Asvito tranquille, continuer sa lutte. Mais les gens, j'écoute les gens bizarres, paradoxalement, qui disent qu'ils ne sont pas d'Asvito, mais qui parlent d'Asvito, qui parlent des cotisations d'Asvito. Mais allez, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que vous les prenez au sérieux ces gens-là? Non, mais écoutez. Merci quand même pour le temps, votre temps perdu. Mais je ne perdrai plus de temps pour répondre à ces histoires. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.